Salut, nous voici pour la partie 2 où je vais commencer à vous lire le brouillon qui n'est pas fini. Ce sera fini demain, je pense. Mais bon. Alors, donc c'est au cas où ça vous intéresse, voici ce que nous allons présenter Enfin, c'est le brouillon. C'est sur quoi on a discuté. Bon, dans les grandes lignes, je pense que ça va être ça. Enjeu 1. La politique de l'eau à la hauteur des enjeux d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique. Le dérèglement climatique bouleverse en profondeur notre rapport à l'eau. Sécheresse plus fréquente et pluie plus intense, baisse des nappes, tension sur les usages, il est devenu impératif de repenser à la gestion de cette ressource vitale. Il ne suffit plus de croire que la technologie apportera toutes les réponses. Le technosolutionnisme peut résoudre des problèmes à court terme, mais peut aggraver la situation lors de crises, comme les digues. La sobriété doit redevenir un principe central de la gestion de l'eau. Cela implique de repenser collectivement nos usages et nos priorités. Ce sont aussi des gestes visibles, concrets, qui favorisent l'acceptation collective des efforts à fournir. Pour faire face à ces défis, des choix politiques forts sont nécessaires. Le système actuel, basé essentiellement sur l'incitation, atteint ses limites. Penser les restrictions à partir de quotas serait plus pertinent que les mesures actuellement prises lors de sécheresses, qui peuvent par exemple chez les irrigants créer des inégalités en fonction de l'équipement technique des agriculteurs. Les restrictions doivent être élargies et appliquées de manière équitable, et des contrôles et sanctions dirigés vers tous les usagers. D'accord. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les agriculteurs qui en subissent les conséquences, alors que les mesures concernant d'autres usagers restent insuffisantes. Pour les ajuster en période de crise et préserver la ressource, point. Je vais devoir les mettre en très gros les points parce que... Alors, ouais. Alors, est-ce que... Non. Bon, allez, je continue. Je suis perdu. Les inalignés, les restrictions aux usagers et tous les usagers. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les agriculteurs qui en subissent les conséquences, alors que les mesures concernant d'autres usagers restent insuffisantes. Pour les industriels, des quotas de prélèvement peuvent être fixés aux embouteilleurs, afin de pouvoir les ajuster en période de crise et préserver la ressource. Pour les particuliers, les forages privés devraient mieux être contrôlés, avec l'amélioration de leur recensement via un inventaire financé par l'Agence de l'eau et la mise en place de contrôles effectifs en cas de sécheresse. L'usage de technologies modernes comme la télédétection via images satellites pourrait être mobilisé pour détecter les usages non conformes en cas de crise, par exemple pour l'arrosage des jardins. Mais les règles seules ne suffisent pas si elles ne sont ni cohérentes, ni comprises. Il est essentiel de communiquer différemment selon les usagers, particuliers, agriculteurs, entreprises, et d'expliquer les mesures prises. Par exemple,
Les communes peuvent valoriser leurs efforts de réduction de consommation, comme l'arrêt de l'arrosage des espaces verts, ou sensibiliser directement les propriétaires de forages de leur territoire. En milieu rural, encourager des systèmes agricoles plus diversifiés et résilients, comme les fermes en polyculture-élevage, qui permettent le maintien de prairies permanentes, l'installation de haies et de talus, offrent des solutions concrètes pour retenir l'eau, préserver les sols et s'adapter aux aléas climatiques. En ville, la végétalisation, la récupération d'eau de pluie, la désimperméabilisation des sols sont autant de leviers indispensables. Les outils de planification existants, comme les études HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, devront intégrer la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique. Mais il est aussi important d'anticiper une trajectoire plus pessimiste, correspondant à un réchauffement tendanciel plus marqué. Il coûtera toujours moins cher de se préparer au pire que de subir ses conséquences. Enfin, une politique de l'eau à la hauteur des enjeux climatiques ne peut se contenter d'arrêtés préfectoraux, parfois peu contraignants et trop souvent dérogatoires. Au-delà des arrêtés d'orientation de bassin, elle doit s'appuyer sur une loi forte, juste et construite avec les citoyens. Car face aux crises de l'eau à venir, c'est un nouveau contrat social qu'il nous faut imaginer, plus solidaire, plus sobre et véritablement plus écologique. Numéro 2. Enjeu 2. La connaissance et la communication au service de la prise de conscience pour éclairer les choix, accompagner les transitions et affronter les ruptures. Trop souvent, la prise de conscience ne survient que lorsqu'il est déjà trop tard, lorsqu'on se retrouve au pied du mur. Face aux enjeux croissants liés à l'eau, raréfaction, pollution, conflits d'usage, il est urgent de mieux informer, de mieux comprendre et surtout d'agir en amont dans une logique de prévention, d'anticipation et d'accompagnement du changement. L'eau se gère avant tout localement, selon les réalités d'un territoire, ses ressources, ses usages, ses milieux naturels. Mais ce n'est qu'en renforçant la connaissance partagée que des solutions locales pourront émerger et surtout être comprises et acceptées collectivement. Il est essentiel de rendre plus lisibles nos usages de l'eau dans notre consommation en expliquant l'empreinte invisible de notre alimentation ou des produits que nous utilisons. Par exemple, les litres d'eau nécessaires à la production d'eau en bouteille. Dans nos bâtiments publics, en indiquant le volume d'eau utilisé par les robinets ou les WC. À la maison, en expliquant autrement ce que représente 1 m3 d'eau. Il est aussi important de connaître notre impact social, notre impact sur le climat et les conséquences de notre mode de vie sur celui de personnes vivant dans les pays les plus impactés. Notre mode de vie a des conséquences réelles dans le monde. Mais informer, ce n'est pas culpabiliser. Il s'agit aussi de donner à voir ce qui fonctionne déjà. L'exemplarité de communes qui repensent leur arrosage des espaces verts,
installent des équipements économes en eau, d'agriculteurs qui adoptent des pratiques plus sobres, d'industriels qui adaptent leurs process. Ces exemples vertueux doivent être mis en lumière et devenir des sources d'inspiration. La connaissance, ce sont aussi les données scientifiques. Le conseil scientifique du bassin joue un rôle fondamental pour éclairer les choix politiques. Ces analyses et rapports devraient être largement diffusés pour éclairer les politiques publiques, comme la connaissance du grand public, et justifier la prise de décision. De même, la recherche sur l'eau, comme l'amélioration des stations d'épuration ou la connaissance des polluants, ne peut rester dépendante des grands groupes privés. Elle doit être portée par la puissance publique. La délégation de services publics concernant la distribution de l'eau potable induit aussi trop souvent une perte de connaissance du patrimoine et une déresponsabilisation des collectivités. Trop souvent, nous détruisons les milieux naturels avant même de les connaître. Les zones humides, par exemple, jouent un rôle fondamental dans la régulation des crues ou la dépollution de l'eau. Il faut les inventorier, les protéger, sans les soumettre à la négociation permanente avec les usagers. Le principe de précaution doit guider l'action publique. La sensibilisation sur l'eau fait face à un déséquilibre majeur. D'un côté, les efforts de pédagogie et d'appel à la sobriété. De l'autre, la puissance de la publicité et du marketing qui incite à la surconsommation. Tant que les règles du jeu ne sont pas équilibrées et cohérentes dans les faits, il est illusoire de faire peser la responsabilité uniquement sur les individus et de les culpabiliser. L'exemple de l'interdiction des pailles ou de la vaisselle jetable montre pourtant que des régulations fortes sont possibles et efficaces. La connaissance passe d'abord par l'éducation, dès le plus jeune âge. Les interventions pédagogiques dans les écoles, les programmes de sensibilisation des écoliers, les classes d'eau, les jurys citoyens sont autant d'initiatives à soutenir et à développer sur tout le territoire. Apprendre à mieux connaître l'eau, c'est savoir mieux la valoriser, c'est aussi apprendre à mieux vivre ensemble, à mieux respecter notre environnement. Les arts et la culture ont toute leur place dans cette transition. Films, spectacles, créations citoyennes peuvent être soutenus financièrement pour continuer à changer les imaginaires, valoriser des pratiques alternatives, faire de la sobriété une valeur positive désirable. La connaissance et la communication ne sont pas des compléments, elles sont le socle de toute transition réussie. C'est en éclairant les choix et en soutenant l'apprentissage collectif que nous pourrons véritablement affronter les bouleversements à venir. Voilà, je termine là. Rendez-vous à la partie 3.